Avec vous, Aram Touré, vous recevez ce soir Monsieur Tamba Danfara. C'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Diop. Il est accompagnateur de projets d'entreprise ou de projets de création d'entreprise, on va dire. Bonsoir, Monsieur Danfara, et merci d'être là. Bonsoir Aram, bonsoir Pape Djibril. Bonsoir. Et bonsoir aussi, chers téléspectateurs. Nous sommes de plein pied dans la célébration de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. J'ai envie de dire comment entreprendre, ou bien qui doit entreprendre. Oui, d'abord, il faut expliquer que la semaine mondiale de l'entrepreneuriat existe depuis 2007 et ça implique 170 pays dans le monde. Et à la base, c'était fait pour les innovateurs et surtout les gens qui font des startups. Alors, qui doit entreprendre? C'est une question assez intéressante parce qu'en réalité, tout le monde ne peut pas entreprendre, vous avez bien compris. Ce sont des individus qui sont capables d'initiative. Ce qu'on appelle un peu les individus créateurs et entrepreneurs. C'est-à-dire ce sont des individus dans la société qui savent aller à contresens de tout le monde, qui savent voir ce que peut-être la plupart des gens regardent sans voir. Ce sont évidemment des gens très audacieux aussi. Mais j'ai l'habitude de dire un entrepreneur a deux métiers fondamentalement. Le premier métier, c'est résoudre les problèmes. Et le deuxième métier, c'est de mobiliser les ressources pour que les solutions qu'il trouve puissent être mises en œuvre. Ça, c'est les deux métiers fondamentalement de tout entrepreneur. Comment doit-il s'y prendre? Parce que derrière, il y a tout un processus, certes, mais on a besoin de financement, on a besoin de personnes qualifiées pour pouvoir mettre en place un projet ou en tout cas une entreprise. Comment devrait-il faire pour réussir cela? Oui, paradoxalement, tout le monde parle d'argent quand on parle d'entrepreneuriat. En fait, c'est le plus petit souci de l'entrepreneur. Oui. Le premier souci de l'entrepreneur, d'abord, c'est de trouver une idée. Très souvent, vous entendez des gens qui vous disent « je veux un poulailler, je veux un jardin maraîcher, je veux faire ceci, je veux faire cela ». Ça, ce n'est pas un projet. Donc, un projet, c'est trouver d'abord une idée. Ça, c'est l'idée. Parce que le projet, c'est comment faire les choses. Une fois que vous savez comment faire les choses, soit que vous l'avez écrit dans un business plan ou pas, ou que ce soit dans votre tête, votre projet, il est déjà réalisé dans votre tête, il est déjà réalisé en théorie. Mais avant ça, il faut comprendre que l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il a un problème. Mais souvent, quand vous regardez, il y a un grand sociologue qu'on appelle Abraham Maslow qui vous explique en fait, les individus ont des besoins qui vont des besoins de survie jusqu'aux besoins de réalisation. Et juste en dessous des besoins de réalisation, il y a ce qu'on appelle un peu le besoin d'affirmation. Ce besoin d'affirmation, c'est l'ambition. Les individus les plus ambitieux, on les reconnaît facilement quand ils sont en face de vous, ils ont tendance à vouloir toujours être le premier. Ils ne veulent pas être les derniers, ils veulent être les premiers. Et donc, c'est des gagnants, c'est des gens qui sont dans la quête d'exploit. Ce sont ces gens-là qui sont les entrepreneurs. Or, le problème de l'entrepreneur, c'est que si il a un besoin, parce que qu'est-ce que c'est qu'un besoin? C'est une absence, un manque de ressources ou un excès de ressources. Mais très souvent, on retient le manque de ressources. Donc, quand l'entrepreneur a un besoin, par exemple, de s'affirmer, il est obligé de passer par un public, oui. Ce qu'on appelle un peu la cible. Donc, il doit trouver les besoins de cette cible. Or, quand vous avez des besoins, il y a des besoins que vous pouvez satisfaire parce que vous avez des ressources propres, personnelles, mobilisables. Il y a des ressources que vous ne pouvez pas satisfaire. Donc, pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver une solution. Parce que qu'est-ce que c'est comme problème? Finalement, est-ce que nous avons des entrepreneurs au Sénégal? Parce qu'on encourage les jeunes, oui. Vu le contexte dans lequel nous sommes avec des candidats qui sont encore tentés par l'immigration irrégulière. Est-ce que nous avons finalement des entrepreneurs? Parce que les concepts que vous venez de développer, je n'ai pas l'impression que beaucoup s'arrêtent là-dessus. Mais c'est pourquoi il n'y a même pas d'entreprise dans notre pays. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le recteur Alim Baï, qui est aujourd'hui le recteur de l'Université de Dakar, a écrit un livre avec un de ses collègues pour montrer que le Sénégal n'a pas d'entreprise. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, une entreprise, c'est la compétitivité. C'est-à-dire la capacité à satisfaire des besoins. Une entreprise n'est pas un commerce. C'est pas la recherche de l'emploi, c'est la satisfaction des gens. Donc il y a un certain nombre d'étapes. Ces étapes-là n'étant pas remplies ni par le secteur informel, ni par le secteur de rente. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises qui sont formelles dans notre pays sont des entreprises étrangères. Elles ne sont pas là parce qu'elles sont compétitives, elles ne sont pas là parce qu'elles arrivent à satisfaire les clients,
elles sont là par la volonté d'un gouvernement qui leur assure des droits d'exploiter nos ressources, des droits d'exploiter un certain nombre de choses comme la téléphonie, etc. Donc ces gens-là ne sont pas des entrepreneurs. Et si vous prenez le secteur informel aussi, puisqu'ils ne suivent pas une procédure, parce que c'est des étapes. Trouver l'idée, planifier l'idée, trouver les ressources, lancer, mûrir d'abord l'idée, ensuite développer, puis encore faire le bilan. Si un entrepreneur ne peut pas faire ça, il ne fait pas de l'entrepreneuriat. Il fait autre chose, mais ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Alors, Aram l'a dit, on célèbre cette semaine dans un contexte très chargé. Tout à fait. Où on note beaucoup de décès dans les eaux. Aujourd'hui, il y a eu une batterie de mesures avant quand même ce fléau-là n'atteigne cette proportion très inquiétante. Il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été prises par le gouvernement en place, notamment l'entrepreneuriat rapide. Est-ce que l'entrepreneuriat rapide, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que l'entrepreneuriat peut être rapide? Mais ce que je suis en train de dire, moi je ne crois pas à cette expression-là. Quand on dit entrepreneur rapide, c'est comme si c'est une question de course de vitesse. C'est des étapes. Chaque entreprise, chaque projet d'entreprise a des étapes. Vous ne pouvez pas casser les étapes comme le président l'a dit en parlant de fast track. Parce que c'est quoi le fast track? C'est de dire je dois passer par des étapes pour arriver à des résultats et je décide de sauter une étape. C'est ça le fast track. En matière d'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas le faire. Parce que si vous le faites, vous allez payer cash. Donc, par contre, ce que je peux comprendre, c'est l'idée qu'il y a une urgence dans le pays. Oui, peut-être qu'ils sont en train de faire le bilan. Je pense qu'ils ont fait le bilan. Ils vont rendre public les résultats de leurs investigations pour dire aux Sénégalais combien d'argent ils ont mis à la disposition des Sénégalais et qu'est-ce que ça a rapporté en termes de résultats. Comment évaluer, c'est-à-dire pour dire que tel projet a été viable, qu'il a tenu dans le temps, est-ce qu'une année ça suffit? Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre beaucoup plus pour voir? Parce que le taux de mortalité aussi de ces petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries sont encore très importants. Oui, tout à fait. Et puis surtout qu'il faut parler du fait que pour l'essentiel, la délégation à l'entrepreneuriat rapide s'est intéressée à ce qu'on appelle un peu l'auto-emploi, ce qu'ils appellent eux l'auto-emploi. C'est-à-dire que l'essentiel des ressources sont parties vers ces structures-là. Maintenant, ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises, il y a une partie des ressources qui sont parties vers celles-là. Donc, on pourrait évaluer peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, pour voir les impacts réels. Mais le meilleur indicateur, c'est quand même le taux d'activité. C'est-à-dire que quand vous mettez de l'argent à la disposition de la personne, vous pouvez venir voir si, au bout de 2 mois, 3 mois, 1 an, la personne est toujours en activité. Ou bien, si elle a une activité, est-ce que ses revenus ont augmenté? Si ses revenus ont augmenté, est-ce que peut-être ces problèmes n'ont pas encore augmenté derrière? Est-ce que ça a réglé un problème? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est régler des problèmes. Donc les problèmes, si les gens voient leur situation s'améliorer, la question de l'emploi essentiellement, parce qu'on peut prendre une définition qui est légale. Ce qu'on appelle l'emploi au Sénégal, c'est un emploi qui paye entre 40 000 francs CFA ou 53 000 francs CFA. Donc un emploi, lorsqu'il n'arrive pas à produire ça par mois pour celui qui le fait, on ne peut pas considérer, du point de vue légal, on ne peut pas considérer que ce soit un emploi. Donc là, on peut avoir des indicateurs. Je pense qu'ils vont véritablement nous le dire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je ne parle même pas de l'ADER. Depuis les années 80, on a vu régulièrement l'État injecter de l'argent. Avec le président Abdoulaye Wade, il y a eu le FNPJ. Avec le président Macky Sall, il y a eu... Voilà. Mais tous ces projets n'ont rien donné. Je vous parle simplement de l'opération Maîtrisa. C'était 103 projets pour plus de 50 milliards. À l'arrivée, il n'y a pas plus de 3 projets qui ont survécu. Et ça nous a coûté la BNDES qui est tombée, la Sonaga, Sonabank, toutes ces banques-là sont mortes. Est-ce que finalement, ce n'est pas une question culturelle? Est-ce que l'entrepreneuriat aussi ne doit pas... ce qui doit guider aussi cette action au quotidien, c'est de rationaliser les dépenses et de maximiser les profits. Mais est-ce que aussi il n'y a pas une question culturelle qui fait que les jeunes Sénégalais ont du mal à tenir, à serrer la ceinture dans le temps pour justement récolter les produits? Est-ce que ça doit être ici et maintenant? Oui, ce n'est pas forcément un problème culturel, disons simplement un problème mental. Ils ont besoin d'être accompagnés. Mais ce n'est pas seulement eux, mais aussi il y a l'État. Vous prenez l'exemple de la France. En 1986, avec le père du président Gattaz, qui était le patron des patrons français, l'État a injecté des milliards pour que le patronat puisse créer des emplois. Ils n'ont pas pu créer des emplois. En 2006, c'était la même chose avec le fils Gattaz. Ils n'ont pas pu réussir. L'État ne peut pas créer des emplois. C'est ça d'abord que les gens doivent se mettre dans la tête. Parce que pour créer de l'emploi, c'est des sacrifices. Les entrepreneurs qui créent des entreprises,
ce sont des gens qui se sacrifient, qui acceptent de s'humilier, qui acceptent de se mettre à terre, qui acceptent de faire des sacrifices énormes. Donc ça, c'est psychologique, ça, c'est mental. Et les personnes qui peuvent faire ça, ils n'ont pas nécessairement besoin d'argent. Ils ont juste besoin d'un accompagnement psychologique et mental Comment qui les renforce. comprendre aujourd'hui que nos pouvoirs publics ou nos dirigeants nous promettent justement de créer des emplois? Mais ils ne savent même pas c'est quoi un emploi. Je vous assure, aujourd'hui, quand vous regardez dans ce pays, vous êtes révoltés parce que les autorités elles-mêmes ne savent même pas de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est qu'un emploi? Même ils ne savent pas. Alors, on a des ministères dédiés à ça. Oui, j'ai entendu. Et comment est-ce que vous avez vécu le débat sur les chiffres par rapport au nombre d'emplois créés par-ci et par-là? Oui, déjà, il faut quand même regretter les propos du ministre de l'Emploi. Quand il dit qu'il n'y a pas de problème d'emploi au Sénégal, mais on parle d'employabilité. L'employabilité, c'est le fait que je te donne un poste et tu n'es pas capable de tenir le poste. C'est ça l'employabilité. Ou bien, l'un des indices pour voir si on a vraiment un problème d'employabilité, c'est que quand vous avez besoin d'un comptable, vous ne trouvez pas de candidat. C'est ça qu'on appelle le problème de l'employabilité. Mais ce n'est pas le cas au Sénégal. Deuxièmement, lorsqu'on dit au Sénégal, il faut créer des entreprises, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les concepts même ne sont pas compris. C'est ça notre problème. Quand vous écoutez le président de la République, il a des discours qu'il lit sur la question de l'emploi, sur la question de l'entrepreneuriat, vous avez envie quand même de rigoler parce que ce n'est pas sérieux ce qui est dit dans ces discours officiels. Les concepts ne sont pas maîtrisés. Et ça, si nous n'arrivons pas déjà à maîtriser, c'est quoi entreprendre? C'est quoi aider les gens? Alors finalement, oui. quel concept à comprendre aujourd'hui? Parce qu'au Sénégal aussi, on a vu des entreprises familiales qui ont résisté au temps et qui continuent de perdurer. Au-delà de ces entreprises étrangères qui sont nommées, qui ont été nommées, citées, il y a des entreprises familiales qui résistent. Finalement, c'est quoi le secret de ces entreprises? Ou bien c'est pas des entreprises? Ah si, quand même, il y a des, je ne veux pas citer de nom d'entreprises, mais il y a des grandes entreprises qui ont pu réussir. Parce que si on dit qu'il n'y en a pas, c'est parce qu'on a besoin d'un nombre, d'une masse critique. Oui. Mais quand même, il y a des gens qui réussissent. Je suis dans la maison de Youssou N'Dour. Ben, c'est une entreprise qui marche. En tout cas, pour nous qui sommes à l'extérieur, c'est une entreprise qui marche. Même si ce n'était pas ça, vous regardez un peu le groupe de musique de Youssou N'Dour, c'est bon. Mais parce que ce qu'il faut voir, par exemple, dans la réussite de Youssou N'Dour, c'est qu'il a construit son entreprise autour d'un talent. C'est-à-dire qu'on ne crée pas une entreprise autour de la recherche d'argent, autour de la recherche de ceci. Donc, toutes les personnes qui ont créé quelque chose par passion, ils réussissent ce qu'ils font. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Mais évidemment, nous avons une... Est-ce qu'au départ, il a eu, comme le disait Pape, que c'était assez clair dans sa tête, les concepts, avoir l'idée est là, mais derrière, il faut également qu'il puisse... qu'il puisse planifier, qu'il puisse faire une prévision et se réajuster au fur et à mesure. Mais vous savez, est-ce que c'était clair dans sa tête ou il a eu quelque chose qui a fait tilt? Oui, mais c'est que justement les entrepreneurs, au-delà, parce que c'est aujourd'hui qu'on met le business plan, parce que c'est un outil bancaire. Mais en réalité, les entrepreneurs sont des gens qui ont les choses dans leur tête. La vision, elle est claire. Ils savent exactement par où il faut passer, comment il faut faire les choses. Donc, il faut que dans ta tête, ça soit clair où tu veux quitter pour aller où, comment. Alors, il y a un autre exemple aussi, Aram, et ça peut remettre en cause l'argumentaire. C'est qu'aujourd'hui, on voit des gens qui n'ont jamais fait les bancs, qui n'ont jamais étudié, et qui pourtant s'en sortent dans le secteur dit informel et qui n'en est pas un souvent. C'est des gens qui réussissent de gros business, qui font dans l'import-export, qui emploient des gens. Est-ce que finalement, ce n'est pas un modèle qui marche? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons voulu copier ce qui se passe ailleurs et l'imprimer ici que les gens ont du mal à comprendre justement ces concepts? Quel est son modèle? La question que je me pose, c'est quel est son modèle qu'on a? Il est évident qu'il y a ce qu'il faut comprendre. C'est que quand on parle de savoir, de savoir-faire, on fait toujours une confusion dans le fait qu'on doit aller nécessairement à l'école française, l'école de la République. Non, c'est pas comme ça. Albert Einstein n'a pas été dans une école normale. Les gens qui ont inventé les règles n'étaient pas dans des systèmes d'école normales. Comme Baramboup, le voilà, tout à fait. Moi, je l'ai connu, ce vieux. Et quand je partais le voir, je l'ai trouvé à la porte, je pensais que c'est le gardien. Donc, c'est des gens qui apprennent. Il ne faut pas imaginer que parce qu'on n'a pas été à l'école, on n'apprend pas. Donc, vous parlez de quel modèle alors? Non. De quel concept en réalité? Le concept, écoutez, c'est quoi l'entrepreneuriat? Quand je vous dis qu'entreprendre, c'est de partir des besoins et de trouver des solutions, comment on satisfait des besoins insatisfaits. Là, il n'y a pas besoin de modèle. Le modèle que vous pouvez regarder, c'est des modèles qui marchent. C'est-à-dire, vous regardez les Barambouks. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui, au-delà de ces concepts, réajuster les choses
aux réalités du pays. Mais les réalités du pays, c'est les besoins du pays. Aujourd'hui, je vous prends un exemple tout simple. La question du transport, c'est un besoin. Le fait que les Sénégalais ne puissent pas acheter des habits, ne puissent pas acheter à manger, parce que leur pouvoir d'achat est faible, c'est un problème. Pourquoi nous ne sommes pas dans la recherche de solutions à ces problèmes? Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Parce que souvent on fait une confusion. L'entrepreneur, c'est pas seulement quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat commercial. C'est aussi quelqu'un qui peut être dans le public. C'est quelqu'un qui peut être dans l'associatif. Alors finalement, est-ce que les limites, c'est pas aussi vous les chercheurs? Est-ce que vous prenez suffisamment le temps, sans complexe, de mettre la lumière sur les modèles que nous avons et qui ont marché? Bien sûr, on le fait. Mais on le fait avec les moyens du bord. Moi, j'ai publié plus de 1000 articles. Sur ces 1000 articles-là, sur la question de l'entrepreneuriat ou autre, il m'arrive peut-être d'avoir quand même plus de 200 où je parle de modèles qui réussissent. Pas seulement des modèles étrangers, mais aussi des modèles sénégalais. Des gens que j'ai rencontrés qui me conviennent. Je prends le cas de MSN, de Sénégal, d'une entreprise de la place, etc., dont je cite régulièrement. Donc, c'est des choses, quand nous faisons des formations, personnellement, j'ai formé plus de 30 000 personnes. Dans mes séminaires, ce que je dis, mes exemples, ce sont souvent des exemples sénégalais. Des gens qui marchent bien. Les trajectoires peuvent différer. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas également s'arrêter sur ceux qui ont échoué, leur expliquer le pourquoi, pour leur permettre peut-être de rebondir? Tout à fait. Mais pour que nous puissions tirer profit de l'expérience de ceux qui ont échoué, il faudrait qu'on sache comment ils ont fait. Par exemple, je vous prends juste un exemple, et ça revient un peu à la question de Pape Djibril sur la question culturelle. Lorsque je dois entreprendre, et que je dise, je vais aller voir mon marabout pour qu'il me fasse des prières. Ou bien je vais aller voir un féticheur pour qu'il me fasse des gris-gris. Si j'ai réussi ou si j'échoue, comment je vais expliquer ça? Je me sentirai même pas coupable à 100%. Oui. Mais et donc on n'apprend pas. La résilience dont on parle, la résilience dont on a besoin. Quand vous allez dans d'autres pays, en termes de bonnes pratiques, les gens, lorsqu'ils échouent, ils écrivent. Voilà ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Quelqu'un d'autre... Sauf que ici aussi, on ne nous raconte jamais les échecs, mais on nous raconte plutôt les réussites. Oui, et ça aussi, c'est un problème. C'est un problème mental. Oui, mais l'autre chose, c'est que de plus en plus, on voit dans les écoles de formation des modules en entrepreneuriat, leadership et autres. Mais justement, là-bas aussi, on peut rencontrer des gens qui donnent des cours en entrepreneuriat et qui n'ont jamais entrepris. Est-ce que ça aussi, c'est pas un problème? Mais c'est un problème. Parce qu'avant d'enseigner quelque chose, il faut tenter. Si vous n'avez jamais tenté de créer une entreprise, si vous n'avez jamais tenté l'aventure, ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est vrai que c'est un handicap. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens, voilà comment il faut faire les choses, alors que vous n'avez jamais levé de fonds, vous n'avez jamais écrit un business plan, vous n'avez jamais créé une entreprise, la réussir ou l'échouer. Vous n'avez pas d'expérience dans ça. C'est un problème. Tout à l'heure, j'en discutais avec, je crois, Aram, en disant, les gens qui nous amènent les modèles occidentaux, ce sont des gens qui n'ont jamais créé d'entreprise. Ils viennent ici parce qu'ils ont peut-être la bonne couleur de peau ou ils ont des milliards. Ils vont nous dire comment faire les choses. Alors qu'eux-mêmes ne comprennent pas de quoi l'on parle. Il y a aussi un autre problème par rapport à la viabilité de nos petites et moyennes entreprises. J'ai l'impression que Pape Djibril veut mettre en place un projet. Voilà. Comment Comment je ne suis que dans ça. Je ne suis que dans ça. Donc, comment aujourd'hui nous pouvons prétendre avoir des petites et moyennes entreprises avec une concurrence déloyale? C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État du Sénégal se bat peut-être d'un côté pour avoir des petites et moyennes entreprises, injecte de l'argent par rapport à des projets de jeunes et de moyens de jeunes et de femmes, au même moment, on note des entreprises étrangères nous envahir au quotidien et qui sont presque dans le même registre. Est-ce qu'à ce rythme aussi, sans protectionnisme, même souple, est-ce qu'on peut prétendre voir ces petites et moyennes entreprises grandir? Oui, mais Pape Djibril, il faut être réaliste. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans un monde où les règles du commerce international sont régies par d'autres que nous. Si nous décidons de sortir de ce règlement-là, ça va être compliqué. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est deux choses. Si aujourd'hui on se met à interdire le pays aux produits étrangers, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, on va mourir asphyxié. Parce qu'ils vont nous imposer des sanctions, etc. Dans certains secteurs, on peut protéger. On peut faire deux choses. La première chose, c'est que l'État, quand même, peut décider d'acheter chez les Sénégalais. Pourquoi l'État doit obligatoirement faire des appels d'offres qui ne peuvent pas être remportés par les Sénégalais et dire je vais consacrer 15%. Donc de façon volontariste, l'État peut dire moi je n'achète que chez mes concitoyens. Ça c'est la première chose. Tu parles de la commande publique. Voilà. La deuxième chose, c'est que l'État peut faire en sorte que ceux qui entreprennent, mais les vrais entrepreneurs,
qu'on les accompagne, qu'on les appuie pour qu'ils soient plus compétitifs. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut vendre une chemise à 2000 francs ici, qu'on puisse produire la chemise ici à 1500 francs. Et de cette façon-là, non seulement on va satisfaire la demande intérieure, mais on pourra exporter également. Donc on ne peut plus être dans un monde où on va s'enfermer parce que ce n'est plus opérationnel. Alors, mais par contre, il faut travailler sur la créativité, sur la créativité et sur la commande publique. Juste une dernière question. Oui. Le Sénégal célèbre, à l'instar de la communauté internationale, beaucoup de journées, beaucoup de semaines internationales. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut gagner dans la célébration d'une journée internationale qui a un rapport avec l'emploi? La semaine, je pense les échanges. Oui. Les échanges, les discussions, les partage d'expérience. Comment est-ce qu'elle devrait être abordée pour qu'on puisse quand même en tirer quelque chose? Aujourd'hui, les gens sont en train, pour le moment, c'est une initiative de la société civile. Okay. Au Sénégal, c'est une initiative de la société civile. Je ne pense pas encore que l'État se soit emparé de cette question-là. Mais c'est utile que les gens se rencontrent. Parce que la chose la plus importante, c'est ce que disait Golbert Diagne, les gens qui pensent la même chose doivent se retrouver. Et le fait simplement de se retrouver au-delà de ce qui va être dit, de s'échanger, de savoir qu'on a les mêmes problèmes que Pape Djibril, que Aram Touré, etc. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Parce que ça va créer une symbiose, ça va créer une mutualité. Et ça, c'est important. Donc je pense que ces journées comme ça, ces semaines comme ça, permettent effectivement d'enrichir et de renforcer un peu le réseau des uns et des autres, et ça c'est essentiel pour le succès. Je n'aimerais pas qu'il relance, donc je profite de ce que tu dis à fort clôturer. Oui. Merci beaucoup Tamba Danfara, comme la région, c'est ça. Merci beaucoup. Il est accompagnateur de projets de création d'entreprises. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Passez d'excellents mots en compagnie de nos programmes.